Bonjour à tous, bienvenue pour le premier webinaire du CERIB. Nous allons parler ce matin des bétons à l'impact environnemental toujours plus réduit, en compagnie de François Jacquemont, qui est responsable du pôle matériaux du CERIB. Cette conférence va durer environ 20 minutes et ensuite nous disposons d'une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le petit module de chat qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Voilà, on va garder toutes les questions pour la fin et voilà, je laisse la parole à François. Merci Sophie pour cette introduction. Alors effectivement, on va être ensemble pour un petit moment pour discuter d'une thématique d'économie circulaire et de réduction de l'impact environnemental des bétons et des produits en béton. Plus particulièrement, je vais vous exposer les résultats d'une recherche du CERIB qui porte sur l'accélération du durcissement des laitiers de hauts fourneaux. Alors, les analyses de cycle de vie des produits en béton montrent que la plupart du temps, l'origine des impacts environnementaux provient principalement de ces constituants. Par exemple, pour les maçonneries en bloc béton, on se rend compte que la part du ciment, plus précisément du clinker du ciment, occupe une part importante sur divers indicateurs tels que l'énergie primaire totale ou le réchauffement climatique, l'impact CO2. Et de ce fait, l'utilisation d'additions minérales au sens large pourrait permettre d'être une solution pour réduire les impacts environnementaux des produits béton. Et parmi ces additions minérales existe le laitier de haut fourneau. Alors, les liants qui incluent du laitier de haut fourneau, tels que les ciments de type CEM 3, CEM 5, ou les mélanges CEM 1, CEM 2 plus laitier en tant qu'addition, sont en réalité aujourd'hui encore peu utilisés en préfabrication, car ils mènent généralement à un durcissement du béton un peu plus lent que lorsqu'on utilise un ciment de type CEM 1 Portland. Alors, le laitier de haut fourneau, c'est à la base un coproduit de la sidérurgie, qui résulte en fait de l'élaboration de la fonte. Donc c'est un produit minéral qui est brutalement refroidi, qui est trempé, et qui est finement broyé pour obtenir une poudre blanche. Le laitier de haut fourneau granulé moulu est disponible en France dans des quantités relativement importantes, soit en tant qu'addition, soit soit dans les ciments en fait, à hauteur de 1,5 million de tonnes par an dans les ciments. Les objectifs de la recherche ont été de développer des solutions environnementales et qui présentent une équivalence de résistance au jeûnage comparée à une référence à base de ciment Portland de type CEM 1. L'objectif également était d'obtenir une durabilité tout à fait convenable pour ces solutions. Alors, deux systèmes ont été étudiés dans cette recherche. Un système que j'appelle système S, donc S pour slag, laitier en anglais, qui consiste en réalité en un géopolymère ou un liant à base de laitier uniquement avec un activateur alcalin. L'autre système étudié, c'est le système que j'appelle S plus P, S pour laitier et P pour ciment Portland. Donc c'est un liant à base de 50% de laitier et 50% de ciment Portland en masse. Alors cette première partie elle évolue à l'activation alcaline du laitier, donc le système S. Dans la littérature, on retrouve finalement en tant qu'activateur plusieurs possibilités. L'utilisation de soude, l'utilisation de silicate de sodium et le plus souvent un mélange des deux. On retrouve également le carbonate de sodium qui peut être utilisé en tant qu'activateur. C'est ce dernier qui a été retenu dans le cadre de cette étude car il présente certains avantages, c'est-à-dire une moindre dangerosité pour l'utilisateur par rapport à la soude. Et également, il est très courant, tout à fait disponible sur le marché et tout à fait économique. Dans ce système, on a eu donc une activation chimique à travers les alcalins et une activation thermique également, via l'application d'un cycle thermique, donc un cycle avec une montée en température, un plateau et une descente en température. Et la durée du traitement thermique était de 6 heures, de sorte à pouvoir obtenir des résistances à la compression à l'échéance de 8 heures. Ce premier slide présente des résultats sur l'influence du dosage en activateur sur la résistance à la compression de mortier, type mortier normalisé. On
présente donc la résistance en mégapascal pour différentes échéances, 8 heures, 7 jours, 28 jours, 90 jours, et pour différentes compositions. Donc il s'agit ici de compositions pour lesquelles il a été réalisé un traitement thermique à une température maximale de 65 degrés. La première série est en fait la référence à base de ciment Portland, pour laquelle nous avons obtenu 23,4 mégapascal à 8 heures. Donc ça va être finalement notre référence, notre objectif pour les solutions qu'on va développer. On a également une référence à base de laitier seul, sans activation, pour laquelle on n'obtient pas de résistance à très jeune âge. Et puis 3 compositions avec 2%, 4%, 6% de carbonate de sodium en tant qu'activateur du laitier. On se rend compte que pour des dosages de 4% et 6%, on a obtenu une équivalence de résistance à l'âge de 8 heures. On a obtenu 25,3 mégapascal et 27 mégapascal. Donc on a une équivalence, on est même un petit peu supérieur à la référence. Par contre, au plus longs âges, les résistances plafonnent à un niveau un petit peu inférieur à celle de la référence. Alors, ces systèmes de laitier activés par le carbonate de sodium sont très sensibles à la température. C'est-à-dire que lorsqu'on n'applique pas de traitement thermique, c'est le cas de la composition S plus NC4 à 20 degrés, il n'a pas été possible d'obtenir de résistance à 8 heures. Par contre, on en obtient aux plus longues échéances. Et pour cette composition, finalement, l'optimum de température en température maximale semble être celle de 65 degrés, pour laquelle on a obtenu 25,3 mégapascal. Alors, il se trouve qu'une optimisation du couple activateur-traitement thermique est encore tout à fait possible, puisqu'il est extrêmement probable qu'on obtienne des résistances à des échéances plus courtes que 8 heures, par exemple à des échéances de 4 heures ou de 5 heures. Par ailleurs, on a pu constater également que d'autres leviers étaient utilisables et importants pour augmenter les résistances à tous les âges. C'est la réduction du dosage en eau, bien entendu, et également l'addition de carbonate de magnésium a très bien fonctionné également. Alors, que se passe-t-il dans ce système ? Pour cela, on a étudié la microstructure avec des techniques telles que la microscopie électronique à balayage ou encore la diffraction de rayons X. On a sur cette photo en fait une image de ce laitier activé. On a en gris clair des grains de laitier anhydre, en noir en fait une porosité, et puis en gris moyen, c'est les produits d'hydratation qui se sont formés dans la porosité intergranulaire. Donc à travers ces techniques de microstructure, ces techniques d'analyse, on a pu estimer l'avancement réactionnel de l'hydratation du laitier, et donc comparer les différentes formulations et vérifier à travers ce biais quelles étaient les plus pertinentes. Et puis on a pu également étudier la nature des produits d'hydratation qui se sont formés et déterminer qu'à très jeune âge, c'est un gel de carbonate de sodium et de calcium qui se forme et qui est très probablement responsable des bonnes performances à jeune âge qu'on a pu observer. Il se forme également aux plus longues échéances un hydrate qui est le CSH, qui est l'hydrate tout à fait connu quand on étudie les matériaux cimentaires. En termes de durabilité, on a pu constater une évolution de la microstructure dans ces systèmes S plus NC, une transformation du gel initial, mais également une hydratation continue du laitier et une production de CSH dans le temps. Également, on a pu voir qu'il existe dans la littérature des retours d'expérience positifs sur des ouvrages ou des parties d'ouvrages réalisés en béton armé avec une activation du laitier par le carbonate de sodium. Donc il s'agit d'expériences qui ont été réalisées surtout dans les pays de l'Est de l'Europe. Et après des expertises, après 20 ans ou 30 ans, il a été constaté que la résistance à la compression était supérieure à celle de la conception. Et également des épaisseurs de carbonatation relativement faibles
et également pas de traces de corrosion ou de fissure et une bonne résistance au cycle de gel-dégel. Je vais passer au deuxième volet de la présentation qui porte sur l'accélération du mélange laitier plus Portland. Alors j'ai pu observer sur ce système que l'activation par carbonate de sodium n'était pas valide, ça ne marche pas bien. On a une sorte de blocage cinétique qui se crée et qui ne permet pas d'avoir de bonnes performances ni à jeune âge ni à long terme. La meilleure solution d'activation qui a pu être mise en œuvre, c'est finalement une activation par des ajouts de faibles quantités de sulfate de sodium et de chlorure de sodium. Donc il s'agit ici des résistances pour la dernière série, pour laquelle on a réussi à obtenir une équivalence de résistance à tous les âges avec la référence P seconde, qui est en fait une autre référence avec un autre lot de ciment. Alors, des applications en usine ont pu être réalisées sur ces solutions d'activation du mélange laitier plus Portland. Donc en premier lieu, on a réalisé des bétons autoplaçants pour des chambres télécom. Donc il s'agit ici de béton à démoulage différé, pour lequel un traitement thermique avec une température maximale de 45 degrés a été réalisé. La composition témoin, on a obtenu 13,9 mégapascales au démoulage. Elle est à base de ciment Portland, CM1 52.5R, et d'addition calcaire. La composition test, pour laquelle on a également pu observer une équivalence de résistance aux différents âges, elle est à base de 40% de ciment CM1, de 15% de filaire et de 45% de laitier activé. On s'est également intéressé à un autre type d'application qui sont les blocs béton, les blocs de maçonnerie. Alors il s'agit ici de béton sec à démoulage immédiat, pour lequel il n'a pas été appliqué de traitement thermique. Au contraire, une cure à 20 degrés a été appliquée pendant 2 jours, puis une cure à 5 degrés a été appliquée jusqu'aux âges de 7 jours ou 14 jours. Et donc à travers des essais de compression sur des cubes 10-10 vibro compactés, on a pu observer finalement que l'utilisation du laitier activé dans ces conditions permettait d'augmenter d'environ 20 à 25% les performances au jeune âge, comparativement à un liant au laitier non activé. On peut constater également que le liant ternaire à base de ciment Portland, laitier activé et filaire calcaire a très bien fonctionné. Et ça peut être une solution technico-économique tout à fait intéressante. Alors, je vais passer à l'évaluation de ces solutions. Une évaluation environnementale à travers une analyse multicritère a été opérée sur ces solutions. Alors, en fait, dans les analyses environnementales, on calcule plus d'une dizaine d'indicateurs environnementaux. À travers ce slide, je présente en fait 3 de ces indicateurs qui sont le changement climatique ou l'impact CO2, l'indicateur d'énergie primaire totale et l'indicateur de consommation d'eau. On a sur la barre bleue en fait la référence à base de ciment Portland, la barre orange qui est cette même référence mais pour lequel il n'a pas été opéré de traitement thermique. Donc ça permet de voir quel peut être l'impact du traitement thermique sur ces solutions. On voit que sur l'indicateur de changement climatique, il est relativement faible. Et puis on a une troisième référence de laitier plus Portland non activé. Et enfin, nos 2 solutions proposées sont les barres en jaune et en vert, pour lesquelles on constate un gain environnemental sur finalement la plupart des indicateurs, ce gain étant tout à fait considérable, en particulier pour l'indicateur de changement climatique. D'un point de vue économique, les matières premières qui ont été utilisées étant très courantes et de prix modiques, elles n'impliquent pas de surcoût matière comparativement à la référence étudiée. En conclusion, on a vu que les solutions développées à base de laitier activé sont en plusieurs points plus avantageuses que la référence.
Les perspectives d'études, alors pour la partie géopolymère laitier activé par du carbonate de sodium, aujourd'hui, nous devons encore mieux comprendre l'évolution de la microstructure pour faire en sorte de bien maîtriser ses performances de durabilité. Et il nous faut encore valider ces systèmes-là sur des applications béton et caractériser leurs propriétés d'usage, telles que la résistance à la traction, au fendage, le module d'élasticité, l'adhérence avec les armatures. Pour la partie activation du laitier, du mélange laitier plus ciment, on est ici dans un domaine beaucoup plus maîtrisé. On est dans un domaine à peu près équivalent au ciment CEM3, pour lesquels il existe des recommandations vis-à-vis de la durabilité, vis-à-vis de la teneur en chlorure, par exemple, vis-à-vis des pathologies qui peuvent exister de type réaction sulfatique interne ou réaction alcali-hybernula. Et donc, pour les applications industrielles à venir, il s'agit de respecter ces recommandations déjà connues en matière de durabilité. Pour plus d'informations sur ce sujet technique, je vous invite à consulter mon manuscrit de thèse qui est disponible sur le site du CERID ou bien me contacter par mail ou par téléphone. Merci encore de votre attention, j'espère que cette présentation a pu vous intéresser et je suis maintenant disponible pour vos questions, si vous en avez. Alors nous avons une question d'Anas C. Avez-vous considéré l'option d'activation du laitier par des silicates alcalins? Oui, on l'a considéré effectivement. Alors c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature, l'utilisation de silicates alcalins avec de la soude. Alors techniquement ça fonctionne très bien. Par contre, l'utilisation de ce type d'activateur pose problème en usine à cause de la dangerosité qu'il peut impliquer pour ses utilisateurs. C'est pour ça que finalement c'est le carbonate de sodium qui a été retenu dans cette étude. Une question d'Éric B. On semble sortir totalement de la minéralogie classique des géopolymères. En quelque sorte, oui, dans la mesure où, à travers cette activation par le carbonate de sodium, on a pu mettre en évidence des hydrates ou des produits d'hydratation un peu particuliers. Ce gel de carbonate de sodium et de calcium, il n'est pas courant. Donc, en quelque sorte, on a des produits nouveaux qui se forment, mais on a également des produits tels que les CSH qui, eux, sont tout à fait connus et plutôt bien caractérisé en général. Une question de Jean-Pierre T. Les mélanges étudiés génèrent-ils une augmentation du caractère exothermique de la prise ou non? Alors, pour rappel, on est ici sur des systèmes traités thermiquement pour lesquels on a besoin finalement d'un apport d'énergie par le traitement thermique, par de l'exothermie, pour lancer le système et pour lancer les réactions et le développement des résistances. Une fois que le système est lancé, finalement, on n'a pas observé particulièrement d'exothermie, ou en tout cas pas plus que sur la référence à base de ciment Portland. Une question de Didier D sur l'allocation de la trace carbone. Alors effectivement, dans le slide d'évaluation environnementale, on a ici les résultats des histogrammes pour une allocation pour le laitier, en fait pas d'allocation, on considère que c'est un coproduit. Et on a également au niveau des barres d'erreur les résultats pour une allocation économique du laitier. On peut constater d'ailleurs que même pour divers types d'allocations, il existe toujours un intérêt environnemental dans les solutions qui ont été développées. Une question de Guillaume G. Avez-vous fait des essais de caractérisation de la variation dimensionnelle des formulations? La réponse est oui. J'invite Guillaume G à se référer à mon manuscrit de thèse dans lequel des résultats de variation dimensionnelle sont présentés, à la fois des retraits endogènes et des retraits de dessiccation,
avec un certain nombre de résultats. Globalement, il est vrai que ces systèmes activés présentent un retrait un peu plus important que la référence à base de Portland, ou même celle de laitier plus Portland, hein, sans activation. Une chose intéressante, j'ai pu réaliser des essais de fissuration à travers un essai à l'anneau, et en aucun cas j'ai pu observer de développement de la fissuration suite au traitement thermique ou même suite à un séchage, hein, en surface du béton. Alors, dernière question, une question de Bertrand S. Quid de la fluidité? Encore une fois, je propose de se référer au manuscrit de thèse, mais en fait, systématiquement, des essais d'étalement ont été réalisés, hein, pour caractériser le mortier à l'état frais. Et sur ces systèmes, soit géopolymère, soit activation du mélange laitier plus Portland, on a eu toujours une maniabilité au moins équivalente à la référence à base de ciment Portland. Donc en termes rhéologiques, les choses se passent plutôt bien pour ces solutions qui ont été développées. Donc, je propose de clore maintenant la séance de questions. Merci de votre attention, merci de votre intérêt également pour ce sujet et pour toutes vos questions. Et je réapparais. Merci à vous tous pour votre attention. J'en profite pour vous donner rendez-vous au mois de novembre, aux alentours du 22. Hein, on est en train de préparer ça sur une thématique BIM. Donc voilà, vous allez recevoir une invitation. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du CERIB. Donc voilà, c'est à peu près le même lien, hein, c'est webikeo.fr/chaîne/CERIB. On vous renverra le petit lien et ça vous permettra de suivre l'évolution de nos webinars et des différentes thématiques que le CERIB pourra aborder avec ses experts. On vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.